toutes et à tous, chères auditrices, auditeurs de Radio des Sans-Voix, notre émission hebdomadaire N'oublions pas s'intéresse cette semaine à la disparition forcée dont était victime Amin Amrouche. Le 30 août a été proclamé par les Nations Unies Journée internationale pour les victimes de disparition forcée. À cette occasion, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Nassera Dutour, dont le combat pour la vérité et la justice est connu de tous. Elle est tout d'abord la mère d'Amin Amrouche, enlevée par les autorités algériennes le 30 janvier 1997 à Alger. Elle est porte-parole du collectif des familles de disparus en Algérie, CFDA, et présidente de la Fédération euro-méditerranéenne contre les disparitions forcées, FEMED. Elle est aussi fondatrice de Radio des Sans-Voix, créée depuis le 15 juin dernier. Nous souhaitons tout d'abord parler avec Nassera, la mère d'Amin Amrouche. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Permettez-nous de saluer tout d'abord votre courage et votre combat pour que nul n'oublie. Oui, bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Merci beaucoup de saluer mon combat et mon courage. Je ne sais pas si c'est le courage, mais je pense que toutes les mères dans le monde entier ont le même courage quand on leur a enlevé un enfant, ou quand on leur a pris un enfant, quand on a arrêté un enfant, enlevé, kidnappé. Et là, c'est encore pire puisque ce sont des hommes de loi qui ont arrêté nos enfants et qui les ont fait disparaître. Le 30 août est la journée internationale pour les victimes de disparition forcée dans le monde, comme je l'avais signalé au départ. Comment vivez-vous cette date et surtout, croyez-vous qu'on n'en parle pas assez du dossier des disparus, que ce soit en Algérie ou ailleurs ? Moi je ne crois pas. J'essaye d'avancer en menant des actions et je me réjouis tous les ans de cette journée internationale. J'adore cette journée internationale. Pourquoi j'adore cette journée ? Parce que c'est une journée à la mémoire des disparus. On parle des disparus, de nombreux articles paraissent sur les réseaux sociaux, de nombreuses associations font des communiqués pour cette journée, pour se commémorer cette journée et parler des disparus. C'est beaucoup de choses pour nous cette journée. Quand je dis nous, je parle comme je suis porte-parole des familles de disparus, donc je dis nous. Pour nous, cette journée est beaucoup puisque ça nous permet d'être visibles, ça nous permet de rendre nos enfants visibles, ça nous permet quelque part de donner la vie à nos enfants, même si ce n'est qu'une journée, au moins on les fait revivre pendant une journée. On sort dans la rue avec nos photos, on publie nos photos sur les réseaux sociaux, on crie et scande comme d'habitude, rendez-nous nos enfants. Bon, cette année on a crié rendez-nous nos enfants, mais les autorités n'étaient pas d'accord apparemment, puisqu'ils sont tombés dessus comme des fous et à perte et fracas, coups de pied, coups de poing comme d'habitude. Alors que sincèrement, le 30 août, généralement, on a organisé des rassemblements tous les ans. Il n'y a jamais eu de violence. Cette année, je sais pas. Et pourquoi, selon vous ? Partout. En ce moment, c'est de la violence, de la répression, je pourrais dire, de la violence répressive de la part des autorités pour tout ce qui bouge et tout ce qui est contraire, tout ce qui est critique, tout ce qui est positif ou négatif, mais surtout négatif, est ciblé par les autorités en ce moment. Pourquoi ? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, il y a cette nervosité, il y a pourquoi est-ce qu'il y a cette répression ? C'est pas seulement la répression, c'est que ça bouillonne un petit peu. On a l'impression que ça bouillonne un petit peu partout et qu'il y a quelque chose on a l'impression que comme si quelque chose allait se passer, que les autorités ont peur de ce qui va se passer. Peut-être qu'eux, ils ont les informations que nous, on n'a pas, je ne sais pas. Et donc, ils essayent d'étouffer toutes les voix qui ne sont pas dans la même longueur d'onde que les autorités algériennes. 19 ans après l'enlèvement d'Amin, qu'attendez-vous de l'État algérien, Nassera ? Ce que j'attends de l'État algérien, c'est qu'ils nous disent la vérité. C'est tout simple, c'est tout bête. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux, les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, je ne sais pas si on arrivera à les faire parler un jour, mais j'espère que c'est pour ça aussi qu'on se bat pour un État de droit en Algérie, pas seulement pour la vérité. On se bat pour l'État de droit, pour que cet État de droit puisse enfin nous révéler la vérité. C'est tout simple, vérité, justice, pas seulement vérité, vérité, justice.
Qu'est-ce que veut dire vérité pour nous? C'est pas vérité pour nous, c'est un long chemin. C'est tout ce chemin que nous avons mené, qu'on nous continuons à mener pendant des années, avec plein de questions qui viennent se chevaucher les unes sur les autres et dont on n'a pas de réponse. Voilà. La vérité, c'est donner des questions et des réponses. Bon, Bouteflika nous a annoncé en 99, juste après que son élection présidentielle, que tout le monde est mort. Bon, si tout le monde est mort, on veut savoir quand même où ils sont. On veut savoir pourquoi ils sont morts. C'est ça la vérité pour nous. Comment ils sont morts? Pourquoi ils sont morts? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit à la vérité? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu le droit de savoir? Pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas rendu le corps? Comment il est mort? Est-ce qu'il a été torturé? Est-ce qu'il a souffert? Est-ce qu'il est mort tout de suite? Et après, on se dit, ben non. Par qui? Par qui? On sait par qui. Non, ça c'est une partie de la vérité qu'on connaît. La majorité des familles savent par qui leur enfant a été enlevé, je dirais plus précisément arrêté, parce que ce sont des arrestations par des hommes de loi, par de la police, par des militaires, par des gardes communaux, par des membres du DRS, par des miliciens même qui on a donné tous les droits pour qu'ils puissent enlever aussi nos enfants. Donc c'est des arrestations qui ont été officielles, des arrestations. Bon, il y en a qui ont été kidnappés dans la rue, qui ont arrêtés dans la rue, comme mon fils, il a été raflé dans la rue. Mais la majorité des personnes disparues ont été arrêtées soit de leur lieu de travail, soit sur leur lieu de travail, soit de chez eux. Il y en a qui sont sortis en pleine nuit, alors qu'ils dormaient dans son lit, et ils l'ont emmené. Il y en a il y a certaines personnes qu'ils ont ramené, je pense à la Madame Miabiou, son fils, 2 jours après, ils l'ont ramené, ils ont soulevé le jardin, ils ont fouillé partout, ils ont remué toute la terre du jardin, ils ont saccagé le jardin à la recherche d'armes, ils n'ont rien trouvé, ils sont repartis avec son fils et depuis ce jour-là, plus de nouvelles. Il était dans un état lamentable, sa soeur me raconte, son tricot de peau était déchiré, et là sur son épaule, et je me rappelle que son épaule gauche, parce qu'elle me montrait l'épaule, elle m'a dit on avait l'impression qu'on lui avait arraché un morceau de chair ici, c'était creux, c'était tout rouge, il avait des bleus partout, 2 jours après, ils l'ont ramené, et ils sont repartis avec. Donc cette partie de la vérité, on l'a. Il y en a qui ont suivi, qui ont apporté des vivres, qui ont pu apporter des vêtements. Je pense à d'autres familles à Tipaza, mais l'autre vérité, c'est à partir du moment où il a été arrêté, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Et pourquoi? Et qu'est-ce qu'il a fait? S'il avait fait quelque chose, il le présente à la justice, on n'aurait pas, comme disent les mères, même s'il était condamné au mort, mais moi je sais pourquoi il a été condamné. Mais là, on ne sait rien. On ne sait pas pourquoi ils les ont enlevés. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait. On ne sait pas s'ils ont fait quelque chose. On ne sait rien. On voudrait bien savoir. Même s'ils avaient fait quelque chose de grave 20 ans après. Hein, parce que maintenant, Amine, ça va faire 20 ans que... Oui, c'est plus de 19 ans. Ouais, au mois de janvier 2017, ça va faire 20 ans. Qui aurait dit que je résisterais 20 ans? Je pensais que j'allais retrouver mon fils tout de suite, moi. Et puis après, je me suis dit, bon, 1 année s'est écoulée, il va revenir. 2 ans se sont écoulés, il va revenir. 2 ans et 3 mois, 2 ans et 6 mois, 2 mois et 7 mois, 2 mois, et puis les années passent, et les années passent, et les années passent. Et les années s'entassent les unes sur les autres, sur mes épaules. Et puis maintenant, je souffre de mes épaules. Je pense que ce sont toutes ces années qui m'épuisent et on ne voit pas le bout du tunnel. Mais on l'aura ce bout, on le verra la lumière, on la verra, Inch'Allah, cette lumière un jour. C'est pour ça qu'on se bat d'ailleurs, sinon c'est pas la peine, sinon on rentre chez soi si on n'y croit plus. Nassera, est-ce que vous êtes prête à nous parler de l'arrestation d'Amine, comment ça s'est déroulé, les circonstances de l'enlèvement d'Amine? C'était où, quand, et est-ce qu'il y avait des témoins? Ouais, comme je l'ai dit déjà précédemment, il a été raflé. Raflé, c'est une Nissan qui est passée. Une Nissan, tout le monde sait à qui appartient les Nissan, hein, c'est des voitures du DRS. Maintenant, je ne sais pas si c'était des membres du DRS qui étaient à l'intérieur de la Nissan qui l'ont enlevé, ou c'était des officiers de police du commissariat de Belraqé, mais non, je pense pas, parce que ceux-là, sinon on l'aurait su, parce qu'ils sont connus, on les connaît. Hein. Ils avaient décidé de nettoyer le quartier, voilà, de tous. On était tous des terroristes pour eux, on était tous soupçonnés d'être terroristes, c'était là au niveau national, de toute façon, si on n'était pas avec eux, on était contre eux. Dénoncer, mais on dénonçait quoi? On savait pas quoi dénoncer, et qu'est-ce qu'il faut dénoncer, qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut... Donc tout le monde était soupçonné d'être terroriste ou complice, voilà, je cherchais le mot, complice d'être des terroristes, d'aider ou de je ne sais, de soutenir, d'aider, de non-dénonciation. Ça, ce non-dénonciation, c'est pour ça que ça me vient à mon esprit, parce que je l'ai entendu tellement de fois.
tellement de fois dans les commissariats, puisqu'après j'ai fait la tournée des commissariats, hein. J'ai jamais vu d'autant de commissariats de ma vie, de casernes, de commissariats, de gendarmerie, sans arrêt. Et c'est encore plus pénible pour moi parce que quand il a été arrêté, pour dire franchement, j'étais en France, moi j'habite en France. J'habitais en France et lui il habitait chez ma mère en Algérie, donc voilà quoi. Je me dis que si j'avais été là, peut-être, mais bon, je sais bien que j'aurais rien pu faire comme toutes ces mères. On leur a arraché leurs enfants de leurs bras et elles n'ont rien pu faire. Et donc, qu'est-ce que j'aurais pu faire moi aussi? Mais voilà, j'étais en France et lui, il était en Algérie et c'était le ramadan. Il est sorti pour aller acheter des petites gourmandises, des billards et tout ça pour la soirée. Et il avait loué des films vidéo, donc il devait aller les changer pour préparer sa soirée. Il ne travaillait pas. Il préparait, il a commencé à préparer sa soirée. Il avait donné rendez-vous à ses deux copains, Sofiane et Erdogan. C'est des amis d'enfance, ils ont grandi ensemble. Et puis, il est remonté pour chercher ses papiers, sa carte d'identité, parce qu'en plus, c'était pour aller au marché, c'était pas loin, hein, à côté. Mais bon, les jeunes ne circulaient pas sans carte d'identité. À l'époque, ils avaient peur de se faire arrêter. Donc, on les arrêtait à chaque coin de rue, hein, les jeunes, pour contrôle. Et il est remonté pour chercher sa carte d'identité. Voilà, ma tante l'a rencontré dans les escaliers, ma tante habite au-dessus. Elle lui a fait, elle la raconte toujours celle-là. Elle lui a dit, oh les mains, vos papiers s'il vous plaît. Elle était derrière lui et puis lui il a levé les mains, il rigolait, il dit, bah justement je suis en train de monter pour aller chercher ma carte d'identité. Voilà, ils ont rigolé, puis elle est remontée chez elle et lui il est redescendu. Il attendait les deux copains et puis voilà, la Nissan est passée et puis David. Ils ont pris Camille ou il y avait ses copains? Non, ce jour-là, il y a eu avant des arrestations. Avant, il y a eu des arrestations après. Il y en a qui ont réapparu, mais j'ai jamais pu leur parler. Ils n'ont jamais voulu me parler. Et d'autres, non. Et ça, c'est les policiers eux-mêmes. Hein. Moi, je me souviens que le commissaire de Samar, le guet de Constantine, il m'a dit, nous, on a arrêté 130 personnes. Allez, ce jour-là. Et ce jour-là, il y a eu un attentat à Baraqi, un attentat qui n'a pas réussi, et voilà, ils sont mis à arrêter tout le monde. Et quand j'ai été voir le commissaire du commissariat de Baraqi, il m'a dit, ah oui, ben ce jour-là, non, il n'y a pas eu que l'attentat. Je lui ai dit, c'est le jour où vous avez été installé. Ils sont venus installer l'attentat, justement parce que les officiels devaient venir installer inaugurer la sûreté de Daïra, parce que c'était un commissariat, ce jour-là, c'était devenu une sûreté de Daïra, Baraqi. Et le Walid venait pour inaugurer cette sûreté de Daïra et mettre en place le nouveau commissaire. Voilà. Je lui ai dit, c'est le jour où vous avez été mis en place. Il m'a dit, là, ce jour-là, il y a eu aussi une famille de policiers qui a été qui ont été massacrés là chez elle, et on les a retrouvés tous morts. Et on a trouvé une personne morte dans une cage d'escalier. Justement, il m'a dit à la cité où vous habitez, la cité 2004. Voilà. Et je lui ai dit. Je dis oui, mais c'est pas normal quand on arrête les gens comme ça et qu'on le fasse disparaître. Et plus tard, j'ai appris que mon fils était dans ce commissariat. Je suis allée le voir. Il m'a dit non, ici il n'y a personne. Mais si, mon fils était là. Si, il était là dans ce commissariat. Et la personne qui m'a donné l'information, il m'a dit faites vite. C'est un policier, hein, je ne dirais pas son nom, de toute façon, je l'ai oublié même. Si vous avez les épaules solides, voilà. Il faut faire vite parce que j'ai appris qu'ils allaient la semaine prochaine. La sécurité militaire va venir le chercher et vous ne le retrouverez plus jamais. Avec cet homme. Exact. La phrase telle qu'il me l'a dit à l'époque, il y a 20 ans. À l'époque, je ne croyais pas. Ça faisait un peu plus d'un mois que mon fils avait disparu. Et un peu plus de 30 jours. Je comptais les jours au début. Et je dis, c'est pas possible, on ne peut pas faire disparaître des personnes comme ça. Voilà. Parce qu'avant ça, vous n'avez jamais entendu parler des disparitions forcées. Si, mais je ne pensais pas, comme ça tout être humain. Autres, en fait. Voilà, ça n'arrive qu'aux autres. Comme tout être humain, je n'ai plus honte de le dire. Je l'ai pensé tellement fort que j'en ai eu honte, mais maintenant je n'ai plus honte de le dire. Je ne pensais pas qu'un jour ça m'arriverait. Puis je me dis pourquoi ça m'arriverait, Amine. Je pensais que les autres aussi, il y avait eu des raisons pour lesquelles on les a arrêtés. Et puis, mais je ne pensais pas qu'on faisait disparaître expressément, quoi, qu'on faisait exprès. Que c'était voulu, je ne pensais pas. Moi, je pensais que. Mais je me disais que peut-être qu'un accident, la personne n'a pas supporté la torture. Et donc il est mort. Donc voilà.
Comme ils ont eu peur, ils ont dû avoir peur, donc ils ont caché le corps. Mais à l'époque, j'étais pas au courant que c'était aussi énorme. Il y avait la voisine, Khati Fatiha, Moufala Fatiha. Son fils a été arrêté en 1994. Il était sur son lieu de travail, à la rue de la Lyre. Hein. Il était vendeur dans un magasin de tissus. Et il a été arrêté par les policiers de Oued Khoresh. D'après les collègues de travail sont venus l'avertir. Donc le lendemain matin, tout de suite, elle est partie au commissariat de Oued Khoresh. Et ils lui ont dit, elle m'a raconté elle-même, parce que j'allais la voir tout souvent, hein, j'aimais beaucoup cette femme. Elle est décédée maintenant. Et elle pleurait tout le temps. Elle pleurait tout le temps. Et je pleurais avec elle. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres circonstances, à l'époque, je pleurais avec elle, je pensais vraiment ressentir ce qu'elle ressentait. Hein, mais quand ça a été mon tour, j'ai compris que c'était pas pareil. Donc elle me racontait, je lui dis, mais Khadivetiha, il faut aller chercher ton fils. Pourquoi tu es là à pleurer? Va chercher ton fils, arrête de pleurer. Elle m'a dit, où tu veux que je le cherche? J'ai été au commissariat, ils m'ont dit, nous on n'a rien à leur donner à manger, donc on les a envoyés ailleurs. Mais je lui retourne le voir, casse-lui la tête. Pour moi, je pensais que c'était facile, quoi. Elle pleurait tout le temps. Après, j'ai compris ma douleur. Donc voilà, comme ça, Amine a disparu comme ça. Et puis voilà, après j'ai eu 2 mois plus tard, par un ancien collègue de travail, une information. Enfin, je suppose qu'il était à la caserne de Blimsous, parce que la personne qui m'a donné, je sais que la personne qui m'a donné l'info, c'est son frère qui était commandant dans cette caserne. Jazla Israël et il m'a dit ça. Je lui ai dit, il est détenu où? Il me dit non, il ne faut pas dire qu'il est détenu, il est juste retenu. Il me dit il est juste retenu. Il me dit ils sont en train de vérifier juste quelques informations. Ils attendent la vérification de ces informations et puis normalement ils le relâchent dans quelques jours. Dès que la porte elle sonne, dès que quelqu'un sonne à la porte, je me lève en sursaut comme ça, je vais voir. Non, c'est pas lui. Je me lève, je vais voir. Non, c'est pas lui. Voilà. Et après, on s'est revus après l'Aïd. Il me dit alors, Jack Oulidak. J'ai hurlé, j'avais honte après. J'ai hurlé. Je me suis hurlé comme une malade, folle. Je me tirais ma robe, là, je me rappelle. J'ai hurlé. C'est une blague, c'est une mauvaise blague. C'est une mauvaise plaisanterie. Tu te fous de ma gueule. Je sais plus ce que j'ai pu lui dire. Il est parti, il me disait j'ai rien compris. Je comprends rien. Il n'avait pas eu la bonne info, peut-être. Non, je pensais qu'il est mort sous la torture. Peut-être qu'il a succombé. Et puis. Et après, je me dis, ben non, c'est comme vous dites là. Peut-être qu'il n'a pas eu la bonne info, peut-être que ceci, peut-être que cela. La charte pour la paix et la réconciliation nationale a été adoptée le 29 septembre 2006 par référendum. Elle immunise, entre autres, les agents de l'État présumés coupables de crimes lors de la décennie noire en Algérie. Pensez-vous, Madame Dutour, que l'État algérien cherche sciemment à protéger ces agents-là, ainsi que toute une hiérarchie militaire présumée coupable, elle aussi, de crimes contre l'humanité, puisque la disparition forcée est en elle-même un crime contre l'humanité dans le droit international? La charte de la honte, je ne dirais pas que c'est la charte de la réconciliation nationale, c'est la charte de la honte, parce que venir après la concorde civile qui a amnistié des criminels, parce qu'eux au moins on sait que ce sont des criminels, ceux qu'ils ont amnistiés. Hein. Nos enfants on ne sait pas ce qu'ils ont fait, mais eux on sait, puisqu'ils étaient ce sont des enquêtés dans les groupes, qui avaient pris les armes. Donc si on prend les armes, c'est pas pour aller faire jouer de la flûte avec. Hein. Voilà. Et ceux-là, ils ont été amnistiés. Il y a eu déjà cette amnistie de la concorde civile en 1999. Pour moi, c'est une honte. Comment des gens qui ont assassiné, tué pendant des années, enlevé des femmes, violé et tout, alors que la concorde civile dit bien qu'il ne s'applique pas aux personnes qui ont commis des massacres, des viols collectifs, et des attentats à la bombe et tout ça. Oui. Mais bon, on ne sait pas, c'était dans l'opacité totale, ça s'est fait. On ne sait pas comment ils ont fait, qui a pardonné. On a vu des gens revenir. Je le dis parce que je le sais, ça, parce qu'à Badr, on a vu des gens qui étaient dans les maquis, on les a vus revenir, qui sont tous tranquilles, calmes. Bon, j'ai devenu les rois, les chefs des quartiers, là. Ils font la loi maintenant, la paix, le beau temps, la loi. Mais comment? On ne peut pas me dire qu'il était au maquis pendant 10 ans et qu'il n'a rien fait. Non, et puis maintenant, c'est la charte. Mais là, la charte, c'est la charte pour les textes d'application de la charte, qui pardonne, qui amnistie. Maintenant, non seulement qui amnistie encore une fois les terroristes, les groupes armés, mais cette fois, il vient amnistier les agents de l'État. On n'a plus le droit de déposer des plaintes contre les agents de l'État.
Mais bon, nous on continue à déposer des plaintes, on continue à déposer des plaintes en Algérie et on dépose des plaintes au Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Voilà, jusqu'au jour où ils vont bien céder, ils vont bien nous répondre à nos plaintes. Ils nous ignorent, hein. Nos plaintes, ils les ignorent. Ils ne nous répondent jamais à nos plaintes. Ça, c'est très rare quand une famille reçoit une réponse. Alors pendant longtemps, oui, après les textes d'application de la charte, les réponses qui étaient données aux familles, c'était vous devez vous diriger vers le tribunal de votre circonscription pour aller entamer la procédure d'indemnisation. Voilà, c'était les réponses qu'on nous donnait. Ou bien le ministère de l'Intérieur, il répond, voilà, ce n'est pas de nos compétences, veuillez vous adresser à la Commission nationale pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Voilà. Donc on a répondu. Il n'y a qu'une seule fois où la justice a répondu à une famille, ce n'est plus de l'essor de la justice. On ne peut rien faire pour vous. Comment avez-vous eu l'idée de créer l'association du collectif des familles de disparus en Algérie, CFDA, après SOS Disparus? En fait, avoir eu l'idée, c'est un peu... J'ai pas eu l'idée. C'est venu tout seul. J'ai pas eu l'idée. Je pensais pas que je devais créer une association. Je croyais que j'allais retrouver mon fils. J'étais persuadée que j'allais retrouver mon fils. Donc, j'ai pas eu l'idée. C'est venu tout seul. C'est pour ça qu'on s'appelle Collectif des familles de disparus en Algérie. Parce qu'on était un collectif de mères et puis on s'est dit que l'union fait la force et on s'est réunis plusieurs fois et on a écrit aux Nations Unies, on a écrit aux autorités et puis voilà. Et puis on a été invité la première fois au congrès de la Ligue des droits de l'homme, la Ligue française des droits de l'homme. Je crois que c'était le 100e anniversaire de la Ligue, cette fois-ci. Des avocats d'Algérie étaient venus participer à ce congrès également. Et on avait fait une réunion à Paris avec des membres de la Ligue qui étaient intéressés par notre combat. Et voilà, en tant que parents de disparus. Voilà. Et on était un collectif. On s'appelait pour pas dire un groupe de mères, on a dit un collectif de mères. Et c'est resté le collectif des familles de disparus en Algérie. Des membres, des ligueurs, on appelle ça des ligueurs, qui voulaient nous rencontrer, nous entendre parler, raconter malheureusement nos histoires pour savoir s'ils pouvaient nous aider, faire quelque chose. Et donc on s'est réunis avec ces personnes et les avocats qui étaient venus d'Algérie. Et puis l'idée de faire une tournée européenne c'est parti, voilà, on va faire une caravane ou une tournée européenne et tout ça. Et puis voilà, donc avec Amnesty International, la FIDH, la Ligue, on a organisé cette tournée européenne. Oui, je voulais que vous, voilà, justement, vous parliez un peu de ça. Et donc on a fait venir... C'était en 98. Le congrès de la Ligue, c'était en mai, si je me souviens bien, mai 98. Et on est parti à l'aventure, frapper aux portes de l'Europe en juillet 98. Et pourquoi ? Parce que l'Algérie était examinée par le Comité des droits de l'homme cette année-là. Et donc on a commencé par d'autres villes. C'est Amnesty et la FIDH qui avaient tout organisé. Enfin moi j'ai participé à l'organisation, mais là les villes qui nous ont accueillis, ce sont surtout les groupes d'Amnesty qui nous ont accueillis. Donc on a fait les Pays-Bas, on a fini en Suisse, à Genève, et c'est là où l'Angleterre, oui, on a fait l'Angleterre, les Pays-Bas, la Belgique, oui. Il y avait 5 familles qui étaient venues d'Algérie et 5 de France. Mais les hommes, les 3 femmes sont venues, mais les 2 hommes qui devaient accompagner les 3 femmes, non, il y avait 3 hommes, parce que M. Harwimal est venu. Et à la dernière minute, ils ont rebroussé chemin. Pourquoi ? Ils les ont attendus à l'aéroport, ils ne sont jamais venus. Ils sont partis. C'était la grande aventure. Trimballer ma délégation, là, de ville en ville, c'était... Ah oui, il y a des moments où on rigolait, des moments où on pleurait sans arrêt, on n'arrivait plus parce qu'il fallait entendre tout le monde parler, C'est terrible au départ, au début c'était dur. C'est pas on n'a pas le même ressentiment, c'est pas la même douleur. C'était très fragile, quoi. Je pense qu'on était fragile, on explosait en sanglots pour le voir. Non, je me souviens des fois où je me suis retenue, la gorge serrée, il fallait que je tienne, garde la tête haute, il fallait pas que je pleure, il fallait que je donne du courage, quoi. Il fallait pas que si je me donner le courage même aux autres mères. Aux autres mères, oui. Si je commence à pleurer devant les autres mères, les pauvres, elles viennent d'Algérie en plus, elles sont jamais sorties du pays. Et tout, je vais pas me mettre à pleurer, je me retenais, mais c'était horrible. Mais j'ai réussi. Vous êtes l'une de ces mères courage qui ne cessent de lutter contre l'impunité et l'oubli. Ma question serait donc, si Amine réapparaît un jour, Inch'Allah, continuerez-vous ce même combat auprès des autres parents de disparus forcés ? Oh, je pense que oui, je suis partie pour ne plus arrêter, là.
Si Amine réapparaît, j'espère qu'il réapparaîtra, mais pas tout seul, qu'il y en aura d'autres quand même, s'ils réapparaissent. C'est jamais, au Maroc, il y en a bien eu qui ont réapparu, pourquoi pas les nôtres, pourquoi pas nos enfants. De toute façon, même s'il y en a quelques-uns qui vont réapparaître, ce ne sera pas la majorité, donc et il faudra continuer le combat, on ne peut pas laisser, je ne peux pas laisser jusqu'au dernier disparu. Je ne pense pas que je pourrais me battre jusqu'au dernier disparu, que je partirais avant, mais je pense que je ne serai plus de ce monde bien avant, mais au moins continuer, quoi. Jusqu'à ce que je puisse, quoi. Quand je pourrai plus, hein. Et quand nous pourrons plus, puisque quand je vois les mères, la relève, hein. Oui, c'est ça qui fait plaisir, c'est qu'il y a quand même de la relève. Il y a des sœurs de disparus, il y a des filles de disparus, des fils de disparus. Bon, ils sont occupés, il y en a qui sont occupés avec leurs études, il y en a qui sont obligés de travailler pour la famille, puisque le père est parti. Oui. Donc c'est eux qui maintenant qui ont grandi, qui travaillent pour leurs frères et sœurs et pour leur mère, et rendent l'appareil les pauvres. Mais quand on les appelle, ils sont là, ils sont présents. Donc, oui, c'est vrai. Ils demandent des nouvelles. C'est pas la majorité malheureusement, parce qu'il y en a qui vraiment ne veulent plus entendre parler. C'est horrible. Moi j'ai parlé à, je pense à quelqu'un que je citerai pas, mais cette femme-là, je comprenais pas. J'étais révoltée. Comment on peut dire ça? Non. De son père. Je lui ai dit, mais comment tu peux parler de ton père comme ça? Mais non, mon père, ça y est, il est mort, c'est fini, c'est terminé. On a tourné la page, c'est fini, on ne veut plus en parler. De toute façon, on a pris les indemnisations et puis voilà. Je dis, mais comment tu peux parler comme ça de ton père? Tu veux pas savoir comment ton père est mort? Tu veux pas avoir une tombe où aller te recueillir? Je sais pas, même si on ne sait pas s'ils nous entendent quand ils sont morts, quand on va leur parler, mais au moins avoir l'illusion qu'on a quelque chose à qui parler, ou quelqu'un, au moins avoir cette illusion-là, quoi. Alors qu'il y a un autre fils de disparu, il me dit, moi le vendredi quand je passe aux alentours des cimetières, je pleure. Je suis jaloux de tous ces gens qui sont là à pleurer leur mort, et nous on n'a même pas un endroit où pleurer. Voilà. Il y en a comme ça, je pense à Abdelmalek, le pauvre, mais voilà, il me dit un jour ça, il m'a fendu le cœur. Il y en a qui, comme Madame Khal, elle va au cimetière et puis elle se recueille sur d'autres tombes. Pas grave, elle dit c'est tous les nôtres. C'est pas... carré des X, là où il n'y a pas de nom, et puis elle y va, et puis elle dit de toute façon on ne sait pas, c'est peut-être les nôtres qui sont là. Elle se recueille sur ces tombes. 19 ans après son enlèvement, Nassera, quel souvenir gardez-vous de votre fils Amine? Avez-vous l'impression qu'il est toujours là auprès de vous? Là, depuis que je parle, depuis que j'ai commencé à parler tout à l'heure, je le vois bouger devant moi. Moi, je suis en train de parler, puis je le vois en train de courir, en train de sauter. Il saute sur la table, il saute sur la chaise, il saute sur... Depuis qu'il était petit. Quand il était tout petit, il n'arrêtait pas de sauter surtout. Amine, assieds-toi. Amine, reste tranquille. Amine, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Amine. Et puis mon petit-fils, ça me fait marrer parce que mon petit-fils, le deuxième de mes petits-fils s'appelle Amine aussi, ils l'ont appelé Amine. Et il fait la même chose. Et à chaque fois, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Non, c'est marrant parce que depuis que je commençais à parler de lui, je le vois en train de tourner dans cette pièce là où on est. Je sais pas pourquoi. Ça m'a jamais fait ça. Hein. J'ai l'impression qu'il est là en train de jouer, comme il était petit, avec ses cheveux bouclés, tout blond. Et là, il était blond avec des yeux bleus. Et le fils de l'Hadi qui est comme ça, il a des cheveux tout bouclés comme Amine. Ben, il n'y avait rien à faire. Il n'aimait pas l'école. Il était très manuel. Et il avait fait un apprentissage chez un ébéniste. Il sculptait les canapés, les meubles et tout ça et tout. Et puis après, il s'est blessé au doigt, il s'est coupé le doigt. Et le dernier souvenir que j'ai de lui, sa voix, c'est quand en janvier, on s'appelait tout le temps pour la nouvelle année. Et puis j'étais furieuse parce j'avais reçu une lettre, à l'époque c'était les visas, on demandait les visas à Nantes. J'avais écrit à Nantes pour avoir un visa pour le faire venir en France. Et c'était encore un refus. Et j'étais furieuse. Et j'ai encore sa voix dans les oreilles. Il me dit, خلاص يما خلاص ما تزعفيش خلاص ما تزعفيش خلاص si on a le visa, si j'ai le visa, j'ai le visa, si la ما كتبش le visa, mais si on ما طلبنيش le visa, il me dit j'ai décidé d'aller passer le permis de conduire et puis voilà, je vais faire taxi. ما كتبتش, c'est le dernier mot que j'ai entendu dire au téléphone. Nassera, vous l'avez élevé vous toute seule, Amine, non? Vous êtes séparés de son... Oui, 3 garçons. 3 garçons, oui. Les 3 garçons, avec ma mère. Ouais, on a travaillé dur.
J'ai travaillé dur parce que ma mère après a arrêté de travailler pour garder les enfants et puis parce qu'on pouvait plus à l'époque on n'avait pas de crèche, on n'avait pas de nounou, on n'avait pas de toute façon on n'avait pas les moyens de s'en payer une de nounou. Hein. Ma mère gagne 2 francs 6 sous et puis après moi j'ai commencé à travailler et puis et on pouvait pas laisser les enfants tout seuls donc elle a fait le choix d'arrêter de travailler elle. Pour que moi, Amine, c'était son préféré. Ah Amine c'était ça, la prunelle de ses yeux qui m'a troll, Mouma Aïnia. Amine c'était, mon Dieu, il pouvait lui demander la lune, elle aurait été la décrocher et le ramener. Amine, à chaque fois qu'elle venait en France, mais alors, je me rappelle les Walkman, ça venait de sortir à l'époque, les trucs. Quand elle lâchait, je savais pas même pas ce que c'était, moi. C'est un Walkman. Là. Je savais même pas ce que c'est quoi ça. Elle me dit, c'est le Walkman pour ton fils. Arrête de lui acheter, arrête de le gâter, Imma, arrête. Bah, je le gâte pas, quoi. Écoute, je reviens bien, il faut bien que je revienne avec quelque chose. Je vais pas rentrer les mains vides hein, au pays. Hein. C'est ça, mon œil. Pourquoi tu n'achètes pas aux autres? Il pouvait lui demander la lune. Elle l'adorait. C'est le deuxième, pourtant c'est le deuxième, c'est pas le premier de ses petits-fils, hein, parce que mon fils aîné, j'ai été la première à faire des enfants dans la famille. Et, non, elle adorait Amine. Elle adorait Amine. Oui, dès que j'ai su, je suis partie. Bon, j'ai cherché partout. Les casernes, les gendarmeries, les trucs. Je dis, j'ai jamais vu autant de casernes. Pourtant, je savais pas qu'il y en avait autant de toute façon. 6 mois et demi, j'ai contacté mes amis, je contactais mes anciens collègues, je contactais tout ce que je pouvais contacter. Celui-là m'a envoyé chez celui-là. Il y en a qui m'ont aidé, il y en a qui m'ont tourné le dos. Je leur pardonne. J'avais la colère contre eux au départ, maintenant. Je leur pardonne. Vous avez eu le soutien de la famille à cette époque-là? Oui, la famille, oui. Non, toute la famille. Tout le monde aimait Amine, qui n'aime pas Amine. Parce qu'il était... tout le monde aimait Amine. Il était moins timide que ses frères et il blaguait tout le temps. Il avait toujours le mot pour rire. Lui, c'était toujours... À chaque fois, il lançait quelque chose, une blague. Il était aimé beaucoup de la famille. Il vous manque énormément. Ouais. Je sais pas ce qui me manque. Je sais que quand j'y pense... Là, aujourd'hui, non. Comme par hasard, j'ai le sourire. Je sais pas pourquoi, mais... ouais, sa voix me manque. Ouais, quand je vois ses frères qui sont mariés et qui ont des enfants et tout ça, lui qui n'est pas... On sait pas. On sait pas s'il est vivant, s'il est mort. Il a perdu 20 ans de sa vie et s'il est vivant, il aura perdu ses plus belles années de sa vie. Et puis je me dis... Pendant longtemps, quand j'ai commencé à prendre des témoignages et que j'écoutais les témoignages de torture, c'était horrible. Je pensais à Amine et puis je me disais, à chaque fois, je prenais les témoignages et en même temps, je me disais, j'espère qu'Amine est mort tout de suite, qu'il n'ait pas eu à subir tout ça, j'espère qu'il est mort tout de suite. C'est pour ça que je me suis rapprochée des Marocains, parce que j'avais entendu qu'il y avait des Marocains qui étaient revenus après 18 ans de Tazmamart. Donc, je me suis rapprochée des Marocains. Ah ouais, je suis allée les voir. Pas seulement une lueur d'espoir, hein, non, je voulais comprendre. Je voulais savoir s'ils savent que leurs parents les recherchent. Est-ce qu'ils ont de l'espoir de sortir? Est-ce qu'ils avaient de l'espoir de sortir? Comment ils survivent? Comment tout ça? Je voulais savoir tout ça, hein, tout en imaginant mon fils, bien sûr. Et en 2000, on avait organisé la première rencontre méditerranéenne. C'est d'où on a créé la FEMED, hein, la fédération. À l'époque, c'était une coalition, après c'est devenu une fédération. On avait créé la première rencontre méditerranéenne des familles disparues. Et il y avait un Marocain, Ndrani, il est rentré au Maroc maintenant, qui vivait en France. Et quand il m'a entendu pleurer, parler, il pleurait. Quand on a fini la session où j'ai parlé, moi, où j'intervenais, il est venu, m'a pris dans ses bras et il ne pouvait plus me lâcher. Il me dit, tu m'as fait penser à ma mère, tu m'as fait pleurer. Il pleurait à chaudes larmes, il n'arrêtait pas de me lâcher. Et il m'a raconté sa disparition, la torture et tout ça. Et puis, je lui pose la question et je lui dis, avec tout ça, tu es content quand même d'avoir survécu? Il me dit, mais bien sûr. Quand ils m'ont relâché, je ne me croyais pas. Je croyais que c'était une blague, qu'ils allaient me tirer dans le dos et tout ça. J'avais la trouille, j'avais le truc et tout ça. Et après, là, j'ai eu un remords. J'ai moi qui est en train de souhaiter la mort à mon fils. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de penser là? C'est toute une vie de... On ne sait plus. Vous avez lancé une radio en ligne qui porte le nom de Radio des Sans-Voix. Pourquoi ce choix de nom, Madame Dutour? Et surtout, comment avez-vous eu l'idée de créer un média qui traite le dossier des disparus et dont l'État algérien a mis en liste noire 3 semaines seulement après son lancement? L'idée a germé depuis très longtemps. C'est juste qu'on n'avait pas les moyens financiers de pouvoir... Si j'avais les moyens financiers, je lancerais radio. Hein, qui diffuse à longueur de journée, qui est truc, voilà, avec plein de journaux. Les meilleurs moyens techniques et tout, bien sûr.
avec plusieurs personnes qui y travaillent, qui peuvent faire des... voilà, on a des bénévoles. Merci à tous les bénévoles. Merci à la chef de projet Lila, qui travaille bien pour cette radio. Et si bien que les Algériens... C'était trop bien, parce que les Algériens, ils nous l'ont bloqué. Malheureusement, cette radio, j'ai toujours dit, était destinée aux Algériens. C'était pour sensibiliser le peuple algérien. Parce qu'au niveau international, nous avons fait tout ce qu'on pouvait faire. Ça n'empêche pas qu'il faut continuer. Mais nous, c'était surtout pour sensibiliser le peuple algérien. C'est pas pour que le peuple se soulève, mais c'est que pour le peuple algérien connaisse ses droits et qu'il entende ce qui est... Voilà, c'est surtout ça. On ne demande pas qu'il y ait la révolution, qu'il y ait un soulèvement. Je veux plus, c'est bon. J'étais meurtrie, assez meurtrie comme ça. Les années 90 sont inoubliables. La peur au ventre tout le temps, la peur au ventre, c'est terrible, quoi. Terrible qu'il arrive quelque chose à mes enfants, mais bon, comme on dit, la peur n'évite pas le danger. Donc voilà, c'est surtout ça, c'est pour donner la parole c'était la frustration des journalistes qui voulaient jamais diffuser nos communiqués, des journalistes... Oui, ils avaient peur. Pas tous, il y en a qui ont eu le courage de le faire et qui continuent à le faire. Mais la majorité des journalistes, oui, mais il y en a qui voulaient le faire. Il y en a d'autres, je pense à cette fille de la Tribune, la pauvre, elle était scandalisée parce que son chef ne l'a pas fait. Elle l'a fait son reportage et tout, mais il n'est jamais passé sur le journal. Donc la télévision algérienne, bon, on a tenté, c'est même pas la peine d'y penser ou d'y compter. Et voilà, c'est toute cette frustration. Et puis on s'est dit, bon, on va faire une radio pour qu'on puisse s'exprimer à longueur de journée si on veut, on fait ce qu'on veut. Toutes les mères, tous les pères, toutes les victimes, pas seulement les pères, les mères, toutes les victimes qui ont besoin de s'exprimer, de dégager, de se soulager par la parole, et ben voilà, ils auront l'occasion de le faire sur notre radio. Et en même temps, c'est aussi une façon de sensibiliser la population algérienne, qui connaissent leurs droits, pour qu'ils réclament leurs droits, qu'ils puissent se battre pour leurs droits, pas se battre avec les armes, mais se battre avec les idées, se battre avec des actions, se battre pour que nos droits soient reconnus, pour qu'il n'y ait plus de disparus en Algérie. Il y en a malheureusement encore des disparus. Je pense à la famille Hatem. Je pense à la famille Hatem qui, leur frère, il a disparu depuis 2013. Je ne peux plus supporter de voir une mère courir dans tous les sens ou un père courir dans tous les sens. Et voilà. Et je pense aussi à monsieur Snardji, qui est tout vieux, le pauvre vient de se faire opérer de la vésicule, et qui est tout vieux, qui habite au fin fond de Boumerdes, et qui vient jusqu'au bureau. Oui, nous l'avons d'ailleurs interviewé, il parlait à peine, il n'entend pas bien. Quand je pense à lui, le pauvre, quand je pense à tous ces gens... On a eu aussi une personne que j'ai connue qui avait disparu pendant 23 mois. Les gens s'étonnent qu'il y ait parmi ces disparus des jeunes filles, des femmes, des mères de famille. Je sais pas, ils sont pas à ma place, mais moi j'en ai tellement entendu que je crois que plus rien ne m'étonne. Il y a énormément de femmes qui ont été arrêtées et torturées, même si elles n'ont pas disparu, elles ont été arrêtées et torturées parce qu'elles étaient... Oui, il y en a des disparues parce qu'elles étaient soupçonnées de complicité. Oui, il y en a beaucoup de femmes qui ont subi. Moi, j'en ai pris des témoignages aussi de femmes. C'est horrible comment ils les ont violées, brûlées. Je pense à une femme qui me racontait ces tortures horribles. Est-ce que la vérité dérange certains dirigeants algériens, selon vous, madame Dutour ? Si elle ne dérangeait pas, ils nous l'auraient dit. On la connaîtra aujourd'hui, la vérité. C'est sûr qu'elle dérange. Elle dérange tellement qu'ils nous ferment, qu'ils bloquent une radio pour qu'elle ne soit plus accessible en Algérie, que nos sites internet sont constamment hackés ou bloqués. C'est sûr que la vérité dérange. C'est le témoignage des familles qui dérangent beaucoup. Bouteflika nous a dit une fois dans un discours, la vérité est amère. J'ai répondu dans un communiqué, ce que nous vivons est amer. Je pense que la vérité, c'est au moins c'est une fois pour toutes, qu'on sache. Diriez-vous que vous êtes aujourd'hui soutenue par l'opinion publique, madame Dutour? Quand je dis vous, c'est collectif, c'est toutes les familles de disparus. Je sais pas, je pense tout d'un coup à la Syrie et ce qui s'y passe aujourd'hui et le nombre de disparus qui ne cesse d'augmenter. Et ça a été médiatisé au début, mais maintenant on n'en parle presque plus. Donc l'opinion publique internationale a toujours été, nous a toujours soutenus. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne connaît pas le problème des disparus en Algérie. Enfin, quand je dis on, c'est les instances internationales qui connaissent. Je vais à Bruxelles, on me connaît, on connaît le collectif des familles disparues. Je vais aux États-Unis. Pareil, on connaît le collectif des familles disparues. Je vais à Genève, pareil, on sait ils savent qui on est, connaissent le sujet. Il n'y a pas de... Pour ça, je pense qu'on a fait du bon travail jusqu'à maintenant. Mais ça ne suffit pas, puisque le bon travail qu'on a fait, c'était pour avoir la vérité, mais on ne l'a toujours pas. Et on l'aura un jour.
Mais l'opinion publique algérienne, c'est pas qu'on n'est pas soutenu, non, on a des associations, la Ligue des droits de l'homme, RAGE, il y a des défenseurs des droits de l'homme, le comité des chômeurs, tous ces gens sont à nos côtés. Même si quand ils viennent participer avec nos rassemblements, ils se font arrêter, pour leur faire peur bien sûr, mais ils continuent, ils sont toujours là. Mais ça a été très difficile, au début ça a été très difficile, très difficile. Vous étiez seul? Au début, on était seuls. Seul, non, il y a quand même la Ligue qui était toujours à nos côtés, la Ligue des droits de l'homme, la Ligue algérienne, la DDH. Ils ont toujours été à côté. Il y a eu le FFS aussi qui a toujours été à côté. Le FFS, c'est un parti politique. Donc, on ne peut pas dire qu'on était seul. Il nous a ouvert les portes. On se réunissait dans les locaux du FFS. On était libre. On avait la salle pour nous, tout seul. Je dis tout seul parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'hommes aussi qui manifestaient avec nous. Mais la sympathie nationale, ça a été dur de la gagner. Changer le regard. Quand on nous voyait comme des familles de... de toute façon, c'est l'État qui a tout fait pour ça. Hein, oui, qu'on nous considère comme des familles de terroristes. Parce qu'ils disaient, s'ils n'ont pas fait quelque chose, ils n'auraient pas été arrêtés. Combien de fois j'ai entendu celle-là? Ils n'auraient pas disparu. Même pas arrêtés, ils disent pas disparu. S'ils n'avaient pas fait quelque chose, ils n'auraient pas disparu. Et puis après, par la force des choses, des gens qui rentrent dans nos locaux, qui voient les femmes. Je me rappelle de voir des femmes qui étaient contre nous, entrer au bureau, regarder la salle, l'ancien bureau, la salle était pleine de photos du plafond, plein, j'avais tapissé les murs de photos, tout, du plafond au sol. Hein. Elle regardait ces femmes, tout ça, tout ça, je dis, ça c'est rien ça, par rapport à, c'est que le 10e de ce qu'on a comme dossier, hein, les photos là, tout, ils ne rentrent pas tous sur les murs. Hein. Tout ça, et puis je les ai entendus dire tout d'un coup, ah ben oui, c'est vrai, mais s'ils avaient fait quelque chose, ils devraient être jugés quand même, hein. Enfin. Croyez-vous en la justice algérienne? Non, je crois en la mienne, je ne crois pas à la justice algérienne. Je ne peux pas croire à la justice algérienne. D'ailleurs, on l'a écrit plusieurs fois hein, dans des rapports sur les violations des droits de l'homme, que la justice algérienne n'est pas indépendante. Et nous avons démontré pourquoi elle n'était pas indépendante. Donc, comment croire à la justice algérienne puisque la justice elle-même dit je ne peux rien faire. Le procureur vous dit, mais moi, tant que je n'ai pas reçu des ordres de là-haut, je ne peux rien faire pour vous. Donc, bizarre, le jour où on arrivera à avoir un état de droit, on aura une justice auquel on pourrait croire, à laquelle on pourrait croire. Mais oui, je pense qu'il faudrait que le système change. Que nos petits-enfants puissent être fiers de leur pays, aller quand ils veulent, aller vivre là-bas s'ils ont envie, et qu'on se retrouve tous les manches et qu'on puisse travailler pour ce pays et qu'il n'y ait plus de disparition forcée. Que comptez-vous faire dans l'avenir pour que tous les disparus forcés ne soient pas oubliés et surtout pour que les auteurs des arrestations arbitraires soient présentés devant la justice? Je continue le combat, je continue à faire ce qu'on est en train de faire. Voilà, des dossiers, travailler avec les Nations Unies, faire des campagnes comme actuellement on le fait pour la journée du 30 août, voilà, sur les disparus, sensibiliser l'opinion nationale, internationale, demander vérité et justice, continuer à interpeller les autorités algériennes parce qu'on le fait, on continue à le faire, on écrit, on leur demande vérité et justice, on leur demande l'établissement d'une commission vérité, au cas par cas, pour toutes les victimes ont le droit de savoir. Nous arrivons à la fin de notre programme. Merci d'avoir répondu à nos questions, Madame Dutour. Merci aussi de nous avoir parlé de votre combat pour la vérité et la justice. En tant que militante des droits de l'homme et porte-parole des familles de disparus en Algérie, chères auditrices, auditeurs de Radio des Sans-Voix, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un autre témoignage de familles de disparus. Soyez donc au rendez-vous. Khawa la khair.